Aujourd'hui, Tetris 3. Bon bah voilà Alex, je suis prêt pour tourner là. Attends, il y a quelqu'un qui frappe. Non Alex, non, on y va là, on n'a pas le temps, les gens attendent qu'on les appelle, tout ça, allez hop on y va. Allez, mets-toi derrière la caméra, c'est parti. Bonjour, on est bien dans 100%, on est vendredi et le vendredi c'est n'importe qui et là n'importe qui aujourd'hui c'est moi, Maëlle. Je suis assistante chez Ankama et je travaille à côté des petits No Life que j'adore particulièrement. Donc aujourd'hui on va avoir critique, on va avoir double face, on va avoir les sorties animés manga, mais tout de suite les news. Avis à tous ceux qui veulent passer une fête d'Halloween inoubliable. Le 31 octobre, la troupe de Tokyo Décadence organisera une grande soirée où l'extravagance et l'horreur seront rois. Citrouille, tronçonneuse et crâne seront de rigueur. Avec des numéros surprenants et des artistes originaux, le 4e anniversaire de Tokyo Décadence promet de marquer les mémoires. Mais attention, c'est une soirée 18+, et elle débutera à 23h. Après le festival du jeu vidéo, voici venu le tour de l'édition 2009 du Micromania Game Show. Le salon se tiendra du 30 octobre au 2 novembre prochain à la Grande Halle de la Villette. Comme d'habitude, on y retrouvera tous les éditeurs importants du marché présents pour exposer leurs hits de fin d'année. Vous pourrez par exemple essayer une nouvelle version de New Super Mario Bros. Wii ou assister à une présentation de Final Fantasy XIII. C'est d'ailleurs la première apparition du jeu en France. Pour ce qui est des invités, des personnalités de renom feront le déplacement. À commencer par Inafune Keiji, homme à tout faire de chez Capcom, qui a par le passé initié des séries comme Mega Man ou Dead Rising. Toujours chez Capcom, Ono Yoshinori viendra présenter Super Street Fighter 4 et ses 8 personnages supplémentaires. Pour les plus people d'entre vous, il sera aussi possible d'apercevoir David Guetta, ambassadeur européen de DJ Hero, alors que pour les fans de WWE SmackDown vs Raw 2010, le catcheur Edge signera quant à lui quelques autographes. Il est sorti il y a peu sur Wii et DS. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver ne méritent malheureusement pas de critiques développées. Trop casual, trop orienté kids, trop minimaliste question gameplay, le jeu Sega souffre en outre d'une réalisation laissant franchement à désirer. Et pourtant, malgré cela, il semble évident que son succès est assuré. Le premier Mario et Sonic au JO a en effet su séduire un très large public par la présence exceptionnelle des teams Sonic et Mario dans un même jeu. Ce nouveau volet propose des épreuves plutôt variées, au gameplay ultra simple, ne nécessitant finalement qu'une Wiimote, même si le combo Wiimote Nunchuk est également proposé, tout comme la gestion du Wii Balance Board. Parmi les disciplines proposées, on trouve le ski alpin avec la descente, le grand tremplin individuel et ainsi de suite, les bosses, le ski cross, le half-pipe, le snowboard cross, le patinage de vitesse, le patinage artistique, le hockey sur glace et le curling. Sans doute la meilleure épreuve du jeu. À ces disciplines s'ajoutent les épreuves rêves qui opèrent des croisements entre le ski, le snow et Mario Kart. On retrouve ainsi les bonus comme les carapaces, les super étoiles, etc. Mais une nouvelle fois, le framerate à moins de 30 images par seconde et les graphismes fouillis flous sans parler de la maniabilité franchement aléatoire tuent le plaisir de jeu. Outre les Jeux Olympiques d'hiver, il est aussi possible de participer à des mini-jeux type fête foraine où on doit par exemple crever des ballons. Mais pour obtenir les balles, il faudra faire tourner une roulette et sélectionner une épreuve olympique parmi celles proposées. Des boutiques façon Disney Village permettent enfin de dépenser les crédits gagnés en stickers, musique et autres motifs pour ces équipements. Jouable à 4, en versus mais également en coop sur certaines épreuves, Mario et Sonic au JO d'hiver est aussi complet qu'imparfait. Et on ne peut que constater l'étendue du gâchis au regard du potentiel ludique énorme de cette licence. Donc c'était les news et maintenant on va découvrir un concurrent de Gran Turismo et ça s'appelle Forza Motorsport 3. Le Gran Turismo de la Xbox, voilà comment la série des Forza Motorsport est généralement présentée par la presse aux non-initiés. De cette simple formule, on peut retirer 2 informations essentielles. D'une, la saga créée par Kazunori Yamauchi reste à l'heure actuelle, dans l'esprit de tous, la référence en matière de simulation automobile. De 2,
Turn 10 a réussi en l'espace de 2 ans et autant d'épisodes à concurrencer Sony sur un terrain qui leur paraissait acquis ad vitam aeternam. Le fait que Forza soit exclusif à la console de Microsoft lui a en plus permis de cohabiter avec Gran Turismo, qui est, lui, propriété exclusive de Sony, puisque développé par ce dernier. La petite particularité de Turn 10, c'est que le studio américain sort à un rythme régulier les épisodes de sa série. En gros, comptez un Forza tous les 2 ans. Un rythme bien difficile à suivre, surtout pour GT dont le 5e volet se fait maintenant attendre depuis longtemps. Pour autant, Turn 10 ne bâcle jamais son travail. Ils l'ont prouvé avec les 2 premiers Forza Motorsport et continuent sur la même voie avec ce 3e épisode. Produire un épisode tous les 2 ans ne permet évidemment pas à Turn 10 d'apporter quantité et quantité d'améliorations. Tout est une affaire de détails. Des détails qui font toute la différence par rapport à la concurrence. Pour commencer, faisons un tour dans le mode carrière, le point central du jeu. Celui-ci n'a rien de révolutionnaire puisqu'il fonctionne selon un système bien connu des amateurs de simulation automobile. Vous participez à des compétitions afin d'amasser de l'argent. Cet argent vous sert à acheter des voitures de classe supérieure qui vous permettent ensuite de prendre part à d'autres courses avec des gains plus élevés à la clé. Bref, on commence à connaître le fameux coup du cercle vertueux qui n'en finit pas. À chaque fin de course, vous gagnerez, en plus des crédits, des points d'expérience qui feront grimper 2 barres. L'une est liée à votre niveau de pilote, alors que l'autre concerne la voiture que vous avez utilisée en course. Chaque échelon gravi vous donnera accès à de nouvelles voitures, gracieusement offertes, ainsi qu'à des ristournes chez les constructeurs pour améliorer les bolides que vous possédez déjà. La petite nouveauté du mode carrière, c'est la présence d'un calendrier qui vous permet de visualiser les prochaines épreuves auxquelles vous allez participer. En plus d'un grand championnat chaque année qui vous sera imposé, vous aurez la possibilité de choisir entre plusieurs petites compétitions qui occuperont le plus clair de votre temps. Ces dernières se dérouleront sur la centaine de circuits disponibles qui incluent des tracés célèbres comme celui des 24 heures du Mans, de Suzuka ou du Nürburgring pour ne citer que. Mais on le sait, ce qui obsède avant tout les joueurs et les motive à continuer de rouler inlassablement, c'est le fait qu'ils puissent obtenir des caisses toujours plus puissantes. Et là, Forza 3 vous offre un choix très conséquent. Plus de 400 voitures issues d'une 50aine de constructeurs différents sont disponibles dans le jeu. À cela s'ajoute également la possibilité d'améliorer chacun des modèles que l'on possède déjà. En achetant tout un tas de pièces, vous aurez le choix d'augmenter de façon significative les caractéristiques de vos voitures. On peut ainsi apporter des retouches au niveau du moteur, de la transmission, des pneus ou encore de l'aérodynamisme. Chaque catégorie intègre des tonnes d'éléments qui influent sur le comportement de votre voiture. Plus généralement, vous pourrez régler des tonnes et des tonnes de paramètres très pointus. Toucher au rapport de boîte, au parallélisme des roues, à la rigidité des amortisseurs, au différentiel, bref, à tout. Absolument tout. Mais vous pouvez aussi ne pas vous embarrasser avec tout cela. Le jeu gère pour vous tous ces paramètres si vous le désirez, que ce soit l'achat de pièces ou les réglages optimum pour se comporter au mieux en course. Ce petit côté casual, on le retrouve aussi au niveau des paramètres de difficulté ajustables à tout moment. Ceci joue sur le nombre d'assistances au pilotage dont vous disposerez. Les plus aguerris joueront sans aucune aide, alors que les novices n'auront qu'à appuyer sur l'accélérateur et tourner le volant pour s'en sortir. Toutefois, Forza 3 vous pousse clairement à opter pour un maximum de difficulté. Les récompenses en mode carrière seront par exemple plus importantes si vous la jouez si mieux à fond. Enfin, dernier petit supplément visant à séduire un public de profanes, le rembobinage. Si vous avez activé cette option, vous pouvez à tout moment de la course choisir de revenir quelques secondes en arrière. Cela vous permet par exemple de modifier une trajectoire pour ne pas sortir de la piste ou encore d'éviter un contact viril avec un concurrent. Car les dégâts sont bien entendu gérés par le jeu. Si visuellement les impacts ne sont pas forcément impressionnants proportionnellement au choc, les dommages ont une grande influence sur le comportement de votre voiture. Vous pouvez dire adieu à la victoire en cas de contact trop brutal avec un rail de sécurité ou un adversaire. L'IA est d'ailleurs un poil trop prudente. Sa prise de risque est minime, ce qui a pour conséquence de rendre certaines courses un peu fades. Ce que l'on ne peut reprocher au jeu en revanche, ce sont ses sensations de pilotage. À l'image de ce à quoi la série nous avait habitués, elle demeure excellente, surtout une fois les aides désactivées. Il faudra toujours être subtil dans son freinage en entrée de virage, réaccélérer avec tout autant de minutie en sortie et éviter de rouler sur les bas-côtés qui ralentissent à mort votre voiture. La précision réclamée est donc toujours aussi grande et vous devrez être attentif lors de chaque virage pour ne pas finir dans le bac à sable. Mais rassurez-vous, la prise en main reste toujours aussi agréable et il ne fait aucun doute que novices comme initiés prendront du plaisir à conduire les plus belles voitures du jeu. Leur comportement en course est en effet proche de la perfection. Signalons enfin qu'une vue cockpit est disponible.
On ne va toutefois pas trop s'attarder dessus car même si cette dernière est parfaitement jouable, elle reste largement moins intéressante que chez la concurrence. Grid, mais surtout Shift plus récemment, proposait des sensations autrement plus fortes et plus réalistes. La première surprise avec ce Forza 3, c'est qu'il tient sur 2 DVD. Oui, 2 DVD. Le premier contient la grande majorité du jeu, alors que le second fonctionne sur le même principe qu'un DLC. Il faudra l'installer directement sur le disque dur et perdre ainsi un gros giga si vous voulez avoir accès à la centaine de voitures ainsi qu'aux environnements qu'il contient. Une fois ce petit désagrément passé, nul besoin de ressortir le second DVD, le premier suffisant à lancer le jeu. Là où c'est un peu moins drôle, c'est qu'on vous conseille tout de même fortement d'installer aussi le premier DVD sur votre disque dur. Pourquoi ? Parce que les temps de chargement sont très longs. Il vous faudra patienter plus de 40 secondes avant chaque course si vous lancez le jeu à partir du DVD. Ces loadings sont réduits de moitié si vous sacrifiez un peu d'espace sur votre disque dur. Mis à part cela, Forza Motorsport 3 ne comporte que très peu de défauts. En cherchant la petite bête, on soulignera un aspect graphique soigné mais loin d'être impressionnant. La faute en partie à un aliasing et un clipping un peu gênant. Notons également l'absence de cycle jour-nuit et de la météo. Un peu embêtant pour une simulation aussi pointue. Mais c'est bien là tout ce que l'on pourra reprocher au jeu. Pour le reste, tout est impeccable, de la modélisation des voitures à la partie sonore, sans oublier les sensations de pilotage remarquables, le mode carrière très prenant, un contenu ultra dense et une interface des plus lisibles. Forza Motorsport 3 est donc bien la nouvelle référence en matière de simulation automobile. Reste maintenant à attendre la réponse de Sony avec Gran Turismo 5. Mais pour cela, il faudra patienter jusqu'au printemps prochain. Pendant ce temps, Turn 10 sera probablement déjà en route pour un 4e épisode. Ils sont forts ces Américains quand même. Et après la critique, on passe aux classes double face. On va vous initier au jeu de rôle tout de suite. Bonjour Julien. Bonjour docteur. Alors aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de quoi ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu d'initiation pour comprendre les bases du jeu de rôle, et ça nous permettra aussi de faire un petit cours de rattrapage pour expliquer ce qu'est un jeu de rôle, comme beaucoup de gens l'ont réclamé d'ailleurs. Donc le jeu dont on va parler s'appelle Chroniques oubliées. Donc si tu veux feuilleter un petit peu. C'est un jeu qui est publié par Black Book Edition, avec clairement la volonté de rappeler un peu la fameuse Red Box de Donjons et Dragons qui était sortie il y a bien des années maintenant. Donc ça se présente comme une boîte avec des éléments pour pouvoir tout de suite se mettre à jouer. Il y a un petit livret de 36 pages avec les règles, des fiches de personnages, hop, un petit plan qu'on peut voir ici. Donc voilà, c'est un peu clé en main. Ça utilise ce qu'on appelle l'OGL 3.5. Donc l'OGL, c'est en fait une licence libre pour utiliser les règles de Donjons et Dragons. Il y a juste un certain nombre d'éléments où l'éditeur qui utilise cette licence doit recréer, comme par exemple les règles de création de personnages, et ne peut pas utiliser évidemment des lieux ou des choses copyrightées par Wizard of the Coast, l'éditeur de Donjons et Dragons. Donc, comment se déroule une partie de jeu de rôle ? Alors dans le jeu de rôle, il y a d'un côté les joueurs qui vont incarner des personnages. Ouais, donc là je choisis mon personnage. Vas-y, lequel t'inspire L'archer. L'archer c'est tout le temps le meilleur. Ok, donc là tu as Felindra Lupus. Une rôdeuse. Avec un chien. Voilà. Donc le joueur a ce personnage qui a un certain nombre de pouvoirs, d'habilités et ainsi de suite. Et face au joueur, il y a ce qu'on appelle le maître du jeu, ou meneur de jeu, ou gardien des arcanes, ou selon le cas. Et là c'est toi. Par exemple. Donc le meneur de jeu va raconter une histoire. Ok. Et dans laquelle les personnages des joueurs sont impliqués. Et les joueurs vont proposer ce que font leurs personnages finalement dans ce cadre-là. Le maître du jeu, lui, a un système de règles à disposition pour voir si les personnages arrivent ou non à faire ce qu'ils ont envie de faire dans l'univers. Oui, bah ça c'est un peu basique quoi. Voilà. Selon le cas, il y a des jeux avec des figurines pour bien se représenter l'action, il y a des jeux où il n'y en a pas, enfin voilà. Donc Chroniques oubliées, c'est tout ce système-là. De l'Heroic Fantasy très classique, mais quelque part très reconnaissable aussi. Oui, des orques, des elfes, des nains, voilà. Un enterre inconnu quoi. Voilà. Et le jeu propose 4 scénarios qui sont là encore très classiques. C'est vraiment typiquement le premier scénario auquel on va jouer, c'est toujours un scénario de ce genre-là. Voilà, arriver dans un village qui a de gros problèmes, hop, la bande d'aventuriers va devoir sauver les enfants.
Donc voilà, c'est très classique, mais pour de l'initiation, bah, ça marche, quoi. Ok. Et donc ça, donc tu disais, c'est emprunté à la licence Donjons et Dragons, mais l'univers n'a rien à voir forcément avec Donjons et Dragons. C'est juste Voilà. pour que les gens comme moi qui connaissent pas vraiment puissent s'y mettre et comprendre comment ça se déroule et avoir des mécanismes. Donc c'est un système de règles complet, en 36 pages, il y a de quoi créer ses propres persos, on n'est pas obligé d'utiliser ceux qui sont pré-tirés. Il y a de l'équipement, il y a tout ce qu'il faut, quelques monstres, donc c'est prêt à jouer. Mais Black Book a l'intention de développer cette gamme-là avec derrière des règles plus avancées pour ceux qui veulent poursuivre les chroniques oubliées plus avant. Vu que c'est des règles de Donjons et Dragons, c'est quelque chose d'assez orienté sur l'action, le côté porte-monstre-trésor. C'est, on va dire que ça a le mérite d'être simple à comprendre et à appréhender. Certains regretteront peut-être qu'il n'y ait pas assez d'accent mis sur tout ce qui est roleplay, mais ça peut venir à mon avis dans un second temps. Et puis le maître du jeu n'est pas non plus obligé de s'enfermer dans un type de scénario. Et ça, en fait, c'est un jeu. Par exemple, toi, tu es un grand amateur de jeux de rôle, et tu as peut-être des amis qui ne le sont pas forcément. En gros, tu sors ça pour leur dire, voilà, c'est ça ma passion, quoi. Voilà, disons que c'est vraiment l'avantage, c'est qu'avec les petites fiches de personnages, avec les petits plans, avec tout ça, c'est facile d'accès. C'est pas un bouquin de 300 pages que tu sors. Oui, c'est pas le truc qui fait peur. Voilà, et bon, mine de rien, on dira ce qu'on voudra, les règles de Donjons et Dragons, elles ont fait leurs preuves depuis le temps. C'est un jeu pour initier au jeu de rôle, et donc il remplit très bien son office, c'est idéal. Les scénarios sont joués en 2 heures, en moyenne. C'est idéal. Ça a l'air très détaillé et tout, enfin, très bien. Je te remercie beaucoup. Bah, de rien. Alors, la semaine prochaine, c'est ton tour. De quoi vas-tu nous parler? Alors, comme dirait quelqu'un que je connais bien, de quelque chose qui est toujours de bonne aloi avec des tentacules, et donc je pense que tu as deviné de quoi j'allais parler. J'ai ma petite idée. Au revoir, Julien. Au revoir, Doc. Donc après Double Face, on retrouve les sorties animées manga et on va voir les Lascar et Giga Tokyo Toys Box 3 tout de suite. Un condé sur Ginette, il y a les vrais, les tatoués et les baltringues. José et son pote Tony forment la Dream Team du ghetto, mais à vrai dire, on ne sait pas trop dans quelle catégorie ils se rangent. D'un côté, c'est des durs, des mecs qui crachent par terre, qui traitent les mers, qui font qu'à traverser quand le petit bonhomme il est pas vert. De l'autre, c'est quand même des bons boulets. Ils ont presque un don pour transformer n'importe quelle opportunité en plan loose. La preuve, alors qu'ils auraient pu se dorer la pilule à Santo Rico, ils se retrouvent bloqués à faire les zonards dans leur Tessie. Mais faites-leur confiance, ils vont quand même passer un été des plus chauds. Les Lascar, à l'origine, était une série télé en 2 saisons. 30 épisodes d'1 minute chacun par saison. La première fut diffusée en 2000 sur Canal+. Si la série a été créée par Boris Dolivet, alias El Diablo, ce sont les 2 co-réalisateurs, Emmanuel Klotz et Albert Pereira Lazaro, qui ont repris le flambeau pour développer ce projet de long métrage de longue haleine. Comme toujours, on se demande comment peut se négocier le passage d'un format ultra court au long métrage. Pour cette fois, le résultat est une brillante réussite. L'histoire se développe parfaitement sans temps mort et les diverses intrigues sont savamment dosées. Même les plus réfractaires à l'univers hip-hop et tout ce qui est banlieue, etc. peuvent accrocher au film. C'est d'ailleurs ce qui en fait la grande originalité. Tout en gardant une totale authenticité sur le milieu urbain décrit, le dessin animé arrive à faire adhérer à l'histoire d'autres spectateurs que la niche ultra ciblée à laquelle on pourrait penser. Ceux-ci oublient alors leurs préjugés et peuvent se délecter de la prose fleurie des héros et de leurs mésaventures pataugeant entre le pathétique et la chaleur humaine. On se prend inévitablement de sympathie pour la petite bande de Kaira présentée ici. Le film n'est jamais trop misérabiliste et évite avec brio l'écueil du ton documentariste comme miséreux. Le casting prestigieux aide à faire se dégager cette aura de sympathie de tous les personnages, que ce soit Zoran, le dealer psychopathe, ou l'insupportable juge Santiepi. Même des voix très connues, comme celle de Vincent Cassel dans le rôle de Tony Merguez, se font oublier sans problème et sont au service de l'animation. On part dans 2 jours. Ouais, vas-y, je rentre. Hé, José. Hé, t'inquiète, je te dis, hein. On va partir fat, vieux. T'entends? Fête.
Sur le DVD, on pourra trouver plusieurs bonus, dont de très amusants détournements d'affiches de films connus sur le thème des Lascars. Un petit making-of permet aussi de comprendre un peu mieux l'aventure qu'aura été la production de ce film, de Kiev à Los Angeles. Le film sort en DVD et Blu-ray, ainsi que dans un box intégral incluant également les 2 saisons de la série télé. Donc allez-y, faites pas les teupus là et lâchez la thune pour les DVD. Pour vous, c'est pas grand-chose. Vous passerez un bon moment. Et pour eux, ça leur permettra de se payer un kebab chez Momo. Manuela, faut qu'on parle, voilà. Manuela, écoute, j'ai longuement réfléchi et je me suis rendu compte que... Bon, écoute, voilà, Manuela, il faut que je te parle. Manuela, incroyable, purée, c'est un truc de ouf. Voilà, alors tiens, c'est marrant, tu vois, j'ai pensé à un truc. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Manuela? Oh, vas-y, non, me regarde pas comme ça, c'est pas la peine, laisse tomber, je te dis, laisse tomber. Manuela, toi et moi, non, c'est terminé. Moi, je suis un mec street, je suis un mec dur, je suis un mec hardcore du Nord, et toi, t'es une meuf, quoi. Je m'en vais, adieu. Non, ne me retiens pas, Manuela, adieu. Manuela, toi et moi, c'est fini. Alors, sèche ces vilaines larmes. C'est pas facile pour moi de te dire ça, je te jure, mais il faut que tu me comprennes, c'est fini. Giga Tokyo Toy Box est la suite de Tokyo Toy Box, un manga en 3 volumes qui raconte les aventures d'un petit studio de jeux japonais en péril. Toujours aussi captivant et bien documenté, cette seconde série suit l'arrivée d'une nouvelle recrue au sein du studio G3. La jeune femme en question, Momoda Momo, souhaiterait débuter auprès de son idole, Tenkawa Tayo, une carrière de game designer. Dans ce volume, le studio est encore une fois au bord du gouffre et se voit contraint de participer à un concours de projet de jeu organisé par Solidus, un des plus gros éditeurs du marché. Le gagnant du concours verra ensuite son projet aboutir. Cependant, le temps, le budget et le personnel du studio G3 étant ultra réduits, l'équipe doit se creuser la tête pour trouver l'idée qui fera la différence et est contrainte de développer une démo jouable dans un délai ridicule. Une fois de plus, ce manga de Osama Takahiro et Seo Asako, duo connu sous le pseudonyme Ume, se démarque par l'originalité de son thème, mais aussi par la tension palpable qui se dégage de ce récit. Réalisé avec l'aide de nombreux acteurs du milieu, Giga Tokyo Toy Box est, tout comme son prédécesseur, absolument indispensable pour quiconque s'intéresse aux coulisses de la création d'un jeu vidéo. Et voilà, 101% c'est terminé. Je vous dis au revoir à tous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à nos lives parce que c'est mes chouchous, c'est mes chéris et je veux qu'ils restent à côté de moi. Donc abonnez-vous à nos lives. Bisous, bye bye.